viens d'un environnement qui n'est pas du tout celui-ci. Là, tu mets les pieds dans une boîte qui est quand même qui a des problématiques de levée de fonds, Ouais. qui a des problématiques de scaling, qui a des problématiques software, hardware, Ouais. beaucoup de sujets aussi par rapport à la loi. Ouais. Donc, univers je trouve, un peu la cour des grands, une boîte qui te dépasse rapidement. Ouais. T'en retiens quoi en termes de formation de ces années-là et qui te resserre beaucoup aujourd'hui? Il y a peut-être beaucoup de choses, mais... Ouais. J'en retiens premièrement que je me suis éclaté avec Fabien, parce qu'il est très sérieux sans l'être. Et donc, on se marrait beaucoup. Mais ça te va bien, ça. Ouais. Et donc, du coup, ce qui était intéressant, c'est que je trouve que l'humour est preuve d'intelligence. Et donc, quand tu arrives à parler d'un budget à plusieurs millions d'euros et glisser des petites blagues au milieu et t'éclater, finalement, tu te lèves pas avec la boule au ventre le matin pour venir faire les choses. Et ça, c'est essentiel pour moi. Deuxièmement, je retiens qu'il y a un truc qui est important quand tu crées une entreprise produit, je parle, c'est que y a un vrai product market fit et donc qu'il y a un vrai momentum pour pouvoir vendre ton produit et qu'il apporte de la valeur immédiate au client. Et moi, il était clair, c'était prenez la bagnole et économisez les PV et gardez vos points. Et donc, comme tout le monde était dans la peur bleue de ces nouveaux radars ultralight, laser et compagnie, putain, on surfait sur un truc qui était magique. Mais achetez-le, c'est 199 €, 12 € par mois, et vous allez esquiver combien de points Une amende et t'as remboursé ton... Évidemment. C'était vraiment Donc, c'était pas assez cher, en fait. En fait, pourquoi vous l'achetez pas? Ah, vous voulez pas l'acheter parce que ça vous fait chier les abonnements? Eh ben, je vous le prête ce week-end et on se revoit lundi matin. Non, mais vraiment, c'était ça. Donc, ce que je retiens, c'est que si ton produit apporte une vraie solution, ça va y aller tout seul, tu vois. Alors là, ça y était avec des coefficients multiplicateurs de dingue. Et ensuite, ce que je retiens, c'est qu'à un moment, il faut se structurer. Et je me rappelle être passé par HEC, parce que quand un fonds est rentré en 2009, je crois, du coup, on a été interdit en 2011. Et quand on a été interdit, il y a Didier Quillot, c'est un patron du CAC 40 qui avait géré Lagardère, qui avait géré Orange, France Télécom à l'époque, etc. Donc, c'était le DG de l'époque. D'ailleurs, il est un peu plus connu pour avoir été le DG de la Ligue de foot, là, avec le scandale qu'il y a eu. Ah, okay. Ouais, et donc, Didier, il a été tombé par le fond, il s'est retrouvé entre Fabien et moi, et je me rappelle, et là, c'est qui ces gens? Ah là, et elle est où ma voiture avec chauffeur à l'entrée? Il nous disait, bah non, mais il n'y a pas ici, mon gars, c'est une start-up. Et on avait des volumes et de l'argent d'un gros groupe, on gagnait 40 à 50 millions d'euros par an. Il fallait que tu les rassures, il fallait que tu sois un peu plus étoffé que ce que tu étais. Voilà, donc HEC, apprendre à lire les bilans d'entreprise, les budgets et compagnie, comme ça je ne passais pas pour un gogol quand on les faisait ou quand j'allais parler aux investisseurs. Ensuite, j'ai été formé par les gens qui m'ont entouré pendant toutes ces années, je suis resté 8 ans quand même. Mais tu étais en mode buvard, parce que tu as quand même appris pas mal de trucs. Ouf, buvard de ouf. Moi, je me rappelle de ces codires qu'on faisait où on était au bout de la table avec Fabien et je regardais tous les lundis matins et je voyais qu'il y avait des gens qui avaient le double de mon âge et je me disais, mais pompe tout ce qu'ils ont dans la tête, mec, parce que si tu as la combinaison de tout ça, tu vas être un tueur à gages. Et j'avais confiance en moi parce que j'étais le meilleur des clients et je les voyais au quotidien, les clients. Donc en fait, tu savais de quoi tu parlais. Me raconte pas ça, toi. C'est pas possible. Le client, il est comme ça, comme ça, comme ça. Il fait ça. Donc ça sert à rien. Investis plutôt là. Et en fait, j'étais hyper à l'aise sur ça. Mais je pompais leur concept, tu vois. Et en fait, petit à petit, j'ai appris. Déjà, après, il ne faut pas être gogol. Tu as du bon sens aussi quand tu gères une boîte, tu vois. Il faut de la bonne humeur. Ouais, tu arrives à tenir la route, tu arrives à challenger ces gens-là, à rester maître de toi-même et à rester qui tu es. Et impressionnant. Tu t'es rapproché de la tech. Ouais. Tu as eu une rencontre avec justement la tech qui t'a amené à créer 22. Raconte-moi à quel moment tu rencontres cette technologie et à quel moment tu t'imagines faire un truc avec. On est interdit, d'accord, avec Coyote. Et Cherguéan nous dit qu'il faut changer la terminologie de ce qu'est un radar, donc on appelle ça une zone à risque, et il dit qu'il faut afficher la vitesse de limitation de la route en permanence sur le Coyote. Donc nous, il n'y a pas de problème. Tu nous donnes une base de données référencée GPS, on l'injecte à l'intérieur du Coyote, et au fur et à mesure qu'il se déplace sur la route, la carto lui dira d'afficher la vitesse de limitation qui est préenregistrée. Sauf que l'État n'a aucune base de données des limitations de vitesse, vu qu'elle change avec les travaux, vu que c'est de l'ordre du département, de la région, etc. Du coup,
je fais le tour du monde pour rencontrer des entreprises, avec Frédéric Charpentier d'ailleurs, qui est aujourd'hui un des investisseurs de ma nouvelle entreprise et qui était à l'époque le CTO de Coyote. Et donc c'est lui qui me fait rencontrer des boîtes qui font de la reconnaissance de panneaux. On est en 2010, 2011 et il dit regarde, ça s'appelle de l'intelligence artificielle, ça va arriver et tu lui donnes une base de données avec 500, 1000 panneaux pris en photo sur des angles différents, avec des luminosités différentes, le soir, le matin. Ils apprennent ça à ce qu'ils appellent un réseau de neurones. Et derrière, quand tu le mets derrière une caméra, ça reconnaît les panneaux. Et là, dans ma tête, j'ai un tremblement de terre. Je me dis, attends, t'es en train de me dire qu'on peut imiter la perception de l'humain sur le monde réel grâce à un apprentissage de réseau de neurones avec les données que tu veux lui faire repérer en sortie et en temps réel? Bah ouais, c'est comme ça que ça marche. Attends. On est d'accord que tout le monde arrive en rupture en ce moment-là? Parce que moi, je le vois, le papy, il me dit, mais j'en ai marre, moi, je me fais choper à chaque fois par les flics parce qu'il faut regarder le vélo, le skateboard, les 30 km/h, les trucs. J'y arrive plus. Et donc là, je m'intéresse à la rupture cognitive, à la surcharge cognitive. Et je commence à lire des bouquins, tu sais, type... D'épibiologie, tu vas nous en parler, non? Parce qu'on en parlera, c'est un truc que je voulais creuser avec toi. Parce que c'est L'épigénétique? L'épigénétique, ah ouais, c'est ma boule. Ah oui, tu m'as vu sur un autre truc en parler. Oui, c'est bien t'en parler. Bah ouais. Justement, ça, alors, je connaissais pas. Ça, c'est juste après. Mais ça, c'est un truc de ouf. Ah ouais, il faut plus d'une heure, là. Alors, on est mal, là. Mais non, là, à l'époque, je découvre que la vision, c'est 70% de l'information qui est digérée par notre cerveau. Ça fait tout, quoi. Bah tout, en fait. Tu fais tout en fonction de tes yeux. Et si tu fais tout en fonction de tes yeux aujourd'hui, tout ce que tu as créé jusqu'à aujourd'hui, tu l'as fait en fonction de tes yeux. Donc je me dis, mais attends. Ça veut dire que si, moi, j'arrive à imiter la perception de l'humain et que j'en fais un outil pour l'humain pour voir plus de choses parce qu'il n'a plus la capacité de tout voir, mais ça va être une révolution industrielle, en fait, le truc. Et donc, de fil en aiguille, je commence à m'y intéresser, je commence à aller lire beaucoup de choses dessus. Je dis à Fabien, s'il te plaît, est-ce qu'on peut investir là-dessus, etc. Et à l'époque, on a un fonds d'investissement qui nous dit, bon, écoute, on ne va pas devenir un éditeur de logiciels, on va plutôt gagner beaucoup d'argent en faisant ça, d'accord? Et donc, je me sens un peu frustré. J'ai la dalle. T'as un boulevard et tu peux pas y aller. De ouf. Et puis, on est avant tout le monde, en plus, tu vois. En quelle année? 2013 Ouais, avant. En fait, on a commencé à s'y intéresser en 2010, 2011. Et en 2013, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on le mette à l'intérieur. Donc 2013, on l'a mis à l'intérieur. Et là, j'ai vraiment touché du doigt la techno. Bon, en tout cas, tu reviens, t'es ramené les pieds sur terre par tes actionnaires, mais tu décides quand même de partir. Comment tu te retrouves à franchir le cap et partir? Alors, il y a un peu de secret, mais on teste un IPO. On réussit finalement à ne pas aller en IPO et à racheter les parts du fonds par un autre fonds. Et donc, du coup, ce nouveau fonds qui vient d'arriver, il est, on va dire, obligé de nous imposer de se rembourser sous 5 ans. Donc, tout le bénéfice qu'on fait, il ira pour son remboursement. Mais nous, on était un peu plus libres. Et après, moi, j'étais, pas assez affûté sur tous les leviers financiers. 2, j'avais 26, 27, 28 ans, donc je ne me rappelle plus exactement, mais quand on parlait de tout ça, j'avais la dalle, j'avais envie de passer à autre chose, pour moi c'était pas grave et j'avais un bon niveau de vie. Tu ne jouais pas la fin de ta carrière. Mais non, au contraire, je me disais, allez, comment je vais aller dans vraiment ma carrière, quoi, tu vois. Et donc du coup, je parle à Fabien, et Fabien me dit, écoute, tes actions, elles valent ça, si tu veux, moi je peux te les racheter. Et donc du coup, dans la foulée, on a fait les papiers, et en janvier 2015, je vends mes actions Coyote à Fabien, et mes actions, et je reste loqué 1 an et demi dans le truc, donc il fallait pas que je bouge tout de suite, mais il me permet de dégager 80% de mon temps pour aller créer justement le nom de ma holding et tout ça, qui était 22 déjà à l'époque, donc 22 en chiffres romains, et donc tout ça, il faut que je montre mon bras, parce que c'est tatoué. Il se l'est tatoué sur le bras. Ouais, et sur la jambe aussi, mais c'est pas... Ouais. Un peu compliqué à montrer. Ouais, exactement. Bon, mais donc, du coup, c'est comme ça que je rebondis. Et 22, c'était ton label à la base? À la base, groupe de musique et label. Ensuite, philosophie de vie. Le 22 est un nombre hyper puissant. Ton adresse, accessoirement. Ouais, et puis tu vois partout. Tu veux acheter la voiture grise, comme par hasard, tu vois des voitures grises partout. Moi, je vois du 22 partout dans ma vie. Tu vois, même en arrivant, là, j'ai vu un 22, je m'arrête au 122 ou je sais plus quoi. Enfin, tu vois, toujours pareil. Il y a toujours ça dans ma vie. Donc, écoute, j'ai décidé de accessoirement, il y a aussi toujours dame.
Parce que Dame revient au galop, parce que quand tu te lances dans 22, ce binôme me fascine, parce que vous êtes tous les deux issus d'un milieu équilibré, mais pas particulièrement favorisé. Dame un peu moins que toi encore. Et vous vous êtes suivis. Vous captez des sujets qui sont assez complexes, pourtant vous n'étiez pas prédisposé à ça. C'est quoi le secret de ce binôme ? Le secret de ce binôme, c'est de l'amour. Vraiment, parce que je l'aime profondément, ce gars-là. C'est un mec ultra intelligent qui prend le temps. En fait, c'est mon contraire. Moi, je bombarde. Il te compense. Ah ouais. Mais c'est la même chose dans mon couple. Complète. Ouais, complètement. Et j'aime bien fonctionner avec des gens complètement authentiques et transparents, intelligents, qui vont au fond des problèmes techniques. Lui, je l'appelle le lecteur de notices. C'est-à-dire que quand on recevait du matos, un nouveau clavier pour jouer ou quoi, moi, je l'ouvrais, je le branchais, j'avais vite envie de faire du son. Lui, il mettait 2 jours à lire la notice. Donc moi, au bout de 2 jours, je lui disais, regarde, t'as vu tout ce que je fais avec ? Et 2 jours après, il dit, mais ça, en revanche, tu l'avais pas vu venir. Exactement. Il me dit, tiens, si tu fais ça et ça et ça, regarde ce que ça fait. Et je m'étais dit, waouh, l'histoire, le délire. Et on se complète vraiment bien. Et donc, on est à mon mariage en 2014, septembre, donc juste avant que je décide de vendre les actions Coyote. Et à mon mariage, à 6h du mat, un peu cramé, un peu beaucoup, il me regarde comme ça et il me dit, t'en as pas marre de bosser pour une autre entreprise que 22 ? Et là, je le regarde et je dis, putain, c'est peut-être maintenant alors. Il a démissionné le lendemain. Donc c'était le lendemain. Non, il a démissionné le lundi, samedi mariage. Il était chez Apple, hein, c'est ça ? Ouais, il était chez Apple. Et il m'envoie sa lettre d'œdème et il me dit, dans 3 mois, je suis libre, ma poule. Ah, il m'a mis la pression. Donc, du coup, je suis allé voir Fab. C'est là où, parce que je viens de raconter juste avant. Ça accélère le mouvement. C'est ça. Et à partir du 1er janvier 2015, lui, il était salarié 22. On avait monté la bébête. Et là, vous étiez mis d'accord sur la vision même pas. du projet ? En fait, on savait que 22 serait une marque forte et un lifestyle dans la tech un jour. On savait aussi que, voilà, nous, on vient de nulle part. On est des pirates. On a envie de pousser un peu les codes. Mais par contre, on veut le faire avec beaucoup de respect et beaucoup de bienveillance. Mais donc, du coup, cette ADN pirate, tu vois, on avait besoin aussi de se dire, OK, on veut révolutionner une technologie qui est la vision. L'humain, la vision, c'est important. Et donc, du coup, au début, on a commencé par faire des petits POC, essais en réalité virtuelle, réalité augmentée ou intelligence artificielle, computer vision. Parce que je ne savais pas si l'intelligence apportée à l'humain ou analysée à la place de l'humain allait être autour des yeux de l'humain par de la réalité virtuelle. Ouais, en plus, quoi. Voilà. Allait être autour des yeux de l'humain, plus projeter on va dire des éléments 3D sur de la réalité avec de la réalité augmentée, ou si tout ça, le wearable et donc les lunettes allaient mettre trop de temps à se démocratiser, et donc ça allait être de la computer vision derrière les caméras existantes. À l'époque, j'avais vraiment pas d'avis, mais bon, 1 an et demi après, on a conclu. T'as une paire de lunettes de VR chez toi ? Non. T'as une paire de lunettes de réalité augmentée chez toi ? Non. Pourtant, ici, tu vois, il y a 1, 2, 3 caméras, plus tes caméras que tu as sur ton téléphone, plus, enfin, laisse tomber. Donc, ça en tout cas, il y en a pour une certaine ère. Ça bougera peut-être un jour, parce qu'on voit que tout le monde ne lâche pas le sujet. Ouais, ça bougera. Mais on a quelques années devant nous. Ouais. Donc, on a arbitré computer vision à fond et comment imiter la perception de l'humain. En plus, ça tombe bien, c'est au même moment où j'ai eu Noah, mon fiston. Et le même âge que ton algo ou que ta boîte. Exactement. Et donc, du coup, je regarde comment il agissait au début, tu vois. Donc, il regarde et je me dis, qu'est-ce qu'il voit de la vie ? Il voit papa, maman qui sourit. Donc, on a appris à nos algos les émotions. Il voit les objets. Il voit les biberons et tout ça. Donc, on a appris une 50aine d'objets. Et j'ai toujours dit, ce produit, il faut que ce soit la capacité d'un humain à percevoir le monde, mais la capacité pour son utilisateur à orienter les détections qu'il veut pour s'apporter justement de la valeur, c'est-à-dire gagner du temps sur son métier ou n'importe. Typiquement, je veux voir ici, donc tu zones là avec ta souris, entre 8h et 9h, s'il y a une voiture qui arrive à plus de 50 km/h, alors passez le feu au rouge parce que c'est la sortie de l'école et que c'est important que les voitures passent à 50 km/h. Un exemple. Mais tu vois, qu'il y a un moteur de règle au-dessus de la capacité de perception du monde. Comme ça, tout le monde peut le prendre et se l'adapter à ses propres usages. Donc, je reviens sur le lancement, mais vous êtes lancé, vous n'aviez pas une idée précise de ce que vous alliez faire ? Non. Qu'est-ce qui fait que... Elle vient d'où, cette audace ou... Alors, bon, j'avais de l'argent. Il y avait, ce que j'allais dire, il y avait quelques millions, on peut le dire, qui étaient là et qui permettent de penser les choses quand même et de se dire qu'on peut prendre un risque. Bien sûr. Maintenant, c'est un marché... On parle, aujourd'hui tout le monde en parle, c'est facile à dire. Ouais. C'était en 2011 ou 2013, les gens, même les investisseurs qui étaient au courant du sujet, il n'y en avait pas tant que ça. Tu pressentais quelque chose de huge, quelque chose de relativement pointu techniquement.
Et toi, tu viens, sans être péjoratif, de nulle part, mais tu t'autorises à penser grand et tu t'autorises à prendre une place dans ce marché. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es légitime ? En fait, je retournerai la question. Je dirais, pourquoi c'est les gens qui font les écoles, qui parlent de ces sujets-là, qui se pensent légitimes ? Au contraire, en fait, tu vois. Pour moi, quand tu es un enseignant, c'est dur ce que je vais dire, mais c'est que tu es passé à côté de l'entrepreneuriat. Et tu redis ce que tu as compris aux autres. Et donc, quand tu écoutes ces enseignants qui te donnent un certain angle de la vie, eh ben, tu ressors avec une connaissance qui a un angle aussi sur la vie. Alors que je trouve qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se fait en venant de la terre, tu vois, qui apprend à sentir, à regarder, à échanger, essayer, voilà, poser beaucoup de questions. En fait, pour moi, mon parcours et d'où je viens, au contraire, tu vois, je trouve que c'est le meilleur endroit pour venir, pour être entrepreneur. Parce que moi, j'ai peur que du juge et de la prison. Donc, et encore, si c'est pas longtemps, c'est pas grave, tu m'enverras des choses. mais tu vois, et alors après, peut-être que je manque un peu de structure, mais j'ai du feeling. Et donc, du coup, ça compense la structure souvent, tu vois. Après, sûrement, quand ça grandira énormément, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui vienne à côté de moi pour m'aider à me structurer. Mais c'est pas grave, je trouverai les duos comme ça, tu vois. Enfin, il y a plein de branleurs qui te disent que eux, ils n'ont pas fait Polytechnique, mais maintenant, ils les embauchent. Et c'est vrai, tu vois, c'est des outils, ces gens-là, quand tu sors d'une grande école et que tu as été aiguisé pendant des années. Mais merci, viens couper ma côte de bœuf. Mais en fait, m'explique pas que tu sentiras l'odeur de la terre et me diras que ça fera une viande persillée. C'est que de l'essai. En fait, c'est du POC, tout ça. Et ouais, tu vois, dans le vin, aujourd'hui, il y en a plein qui s'y mettent et de ça. Ouais, mais moi, alors, je fais plutôt comme ça et plutôt comme ça. Et comment tu sais ? Ah bah, retour année sur année, quoi. Je regoute après, 3 ans après, et du coup, je modifie l'acidité. Ok, bah, c'est travailler, c'est faire et défaire. C'est ce qu'on m'a appris. Ma mère me disait ça de son père, etc. Donc moi, je fais, je défais. Et quand ça marche, je laisse faire. Et quand ça marche pas, je défais. Et tu vois, je trouve qu'on est mieux angulé comme ça, tu vois, pour être entrepreneur. Alors pourquoi dans les high ? Putain, parce que c'est limiter la perception de l'humain, c'est un sens, c'est du feeling en fait. C'est, voilà, on est 8 milliards, on a plein de choses à faire et le modèle dans lequel nous avons décidé d'être tous nous impose de la productivité. Donc, si plus de productivité, à un moment, je vois bien, les copains, ils partent en burn-out, etc. Donc, tu peux pas presser les citrons. Il faut les protéger presque. Ben ouais. Et en fait, tout le monde me disait au début quand je me lançais, tu sais, ouais, tu vas détruire l'emploi, les caissiers, les caissières. Et me rends pas fou. En fait, caissier, caissière, je l'ai fait. Personne te parle. Et puis surtout, tu te fais chier toute une journée. Si tu as le choix de faire autre chose, tu as presque envie de faire autre chose. Et qui c'est le bolos qui a mis des gens et des humains derrière des caisses pour biper les produits ? Enfin, explique-moi. À la base de l'humanité, qui c'est qui choisit de prendre un humain qui est riche en valeurs, riche en feeling, riche en plein de choses, pour lui dire, vas-y, tu vas scanner. Tu mets tout ton talent de côté et tu fais ça. Eh oui. Donc du coup, c'est de là que tout part, en fait. C'est wow. On est mal utilisé, là, l'être humain. Pourquoi ? Parce qu'on nous presse... en fait, on nous presse comme des citrons. Et pourquoi ? Parce qu'on nous demande plus. Ok, c'est quoi l'autre side pour pouvoir justement avoir plus sans dépenser plus ? C'est d'automatiser tout un tas de choses que tu aurais pu faire.